Prenez le public. Installez-vous. Merci. Voilà, monsieur Levé Kamitatou, bonjour. Bonjour. Comment vous vous sentez? Très bien, très bien. Aujourd'hui le G7, une autorité morale de l'ARC. Comment se portent et le parti et le G7? Le parti se porte bien. Le parti, nous avons organisé le premier congrès statutaire depuis l'existence du parti. Nous fêtons nos 10 ans. Ce parti a vu ses premiers jours, ses premiers pas en décembre 2005. J'en ai pris la présidence au mois de mai 2006. Et donc nous sommes dans la 10e année de l'Alliance pour le renouveau du Congo. Et ma foi, il fallait faire le bilan de ces 10 ans. Et le parti se porte bien. Quant au G7, eh bien, il se porte bien aussi. C'est un... Sein de l'opposition, les dissidents de la majorité ou des opposants? Non, je crois que c'est simplement des hommes et des femmes, des responsables dans des partis politiques qui ont choisi de s'assumer et d'aller jusqu'au bout de leur volonté de changer le Congo en respectant la Constitution, en respectant eh bien, les lois de notre pays. D'aucuns estiment que le G7, c'est des dissidents. Peut-on savoir en quoi est-ce que vous êtes opposant à Kabila aujourd'hui, Olivier Kamitatou? Eh bien, nous avons à plusieurs reprises interpellé le président de la République. Et nous l'avons fait non pas dans des réunions, parce que nous avions de temps en temps l'habitude de nous retrouver autour de lui. Nous voulions marquer effectivement l'importance du débat que nous voulions organiser à l'intérieur de la famille politique et nous l'avons saisi à 3 reprises. Nous l'avons saisi après les événements tragiques qui ont endeuillé la capitale et plusieurs villes du pays, après toutes ces manifestations sur l'alinéa 3 de l'article 8 de la loi électorale. Ah, vous étiez encore de l'autre côté, hein? Oui, exactement. Je vous donne la trame qui conduit effectivement à ce qu'on peut considérer comme étant une position à laquelle nous avons été contraints. Donc nous avons écrit la première fois pour solliciter une rencontre et nous dire qu'il fallait un débat de fond sur cette question. Nous n'avons pas eu les réponses et donc nous avons écrit un deuxième courrier dans lequel nous avons signifié au président de la République que les tensions se faisaient de plus en plus grandes. Preuve en est les victimes de la loi électorale qui resteront des martyrs par rapport à une volonté d'organiser des élections dans les temps et dans le respect de la Constitution. Mais nous avons également constaté qu'il y avait beaucoup de velléités de vouloir changer la Constitution, de vouloir aller au-delà des textes que 85% des Congolais ont adoptés. Là aussi, nous avons eu des consultations séparées parce que crime de lèse-majesté que d'écrire ensemble au président de la République qui est l'autorité morale de la famille politique MP. Et donc, nous n'avons pas eu le débat de fond au sein de la famille politique. Et nous avons encore, et finalement... Vous avez prêté des intentions à votre chef et par conséquent, nous n'avons pas vous prêté êtes auto-exclu. Nous n'avons pas prêté des intentions. Nous avons voulu un débat de fond, un débat ouvert. C'est ça la politique, c'est de pouvoir débattre. La pensée unique doit être combattue parce que c'est le début de la dictature. Nous avons voulu un débat de fond dans notre famille politique, être éclairé sur les options qui devaient être levées et pas seulement se contenter de quelqu'un qui écrit un livre et on doit deviner, d'un porte-parole qui dit que oh, on va respecter la Constitution, ah non, d'un autre porte-parole qui dit il y a des hommes providentiels et il faut aller au-delà des constitutions. Nous avons voulu un débat de fond, de la clarté au sein de la famille politique. Cela n'a pas été possible. Et quand nous avons été invités à défendre notre position en fustigeant le fait qu'il nous était reproché que ça soit sur la place publique, eh bien, nous sommes retrouvés devant un procès, devant un procureur. Nous n'avons pas claqué la porte. Dès lors qu'il n'y a pas de débat de fond, il n'y a plus de politique. Ça veut dire que vous avez un inquisiteur et vous avez une justice qui ne donne pas les règles de l'accusation de la défense. C'est pas ça la politique. La politique, c'est défendre des idées, c'est convaincre. Nous n'avons pas été en capacité de défendre nos idées, d'ouvrir un débat de fond et de convaincre. Et preuve en est, c'est que quand on veut organiser un dialogue, mais que en même temps on exclut dans sa famille politique, on peut se poser des questions sur la cohérence. On ne peut pas à la fois refuser un débat de fond dans sa famille politique sur des questions essentielles et commencer à dire, eh bien, nous allons dialoguer et nous allons appeler tout le monde. On ne peut pas à la fois être exclusif et Joseph Kabila, après, à Kingakati, a posé la question à tous, qui a dit que je voulais toucher à la Constitution. Est-ce qu'il y a eu de réunions entre vous, en catimini, où Kabila vous a dit qu'il avait l'intention de toucher à la Constitution, ou est-ce que vous avez agi pour peut-être un repositionnement par rapport aux échéances électorales? Aucun Congolais, ne soyons pas naïfs, dans notre pays, et surtout devant des intellectuels, aucun d'entre eux ne peut croire qu'il n'y a eu à un moment donné
une ligne politique très claire qui était affirmée par toute voie en termes de communication. Quand le vice-premier ministre sort un livre en disant l'article 220 de la Constitution peut être révisé, il est pleinement dans son rôle. Quand plus tard, le ministre chargé des relations avec le Parlement peut dire sur les ondes internationales que la Constitution n'est qu'un élément anecdotique, mais que nous avons, grâce à Dieu, un homme providentiel dans notre pays et qu'il faut le garder au-delà de ce qu'un homme peut espérer de la Providence, il y a là manifestement une voie qui est ouverte vers certaines dérives. Et donc, n'allons pas maintenant sur « procès d'intention, le chef de l'État n'a jamais parlé ». Effectivement, il ne lui appartient peut-être pas de parler, mais on peut pécher par pensée, en parole, par action ou par omission. Alors, aujourd'hui, certains estiment, notamment Mosito, il ne suffit pas d'être contre un troisième mandat pour estimer être de l'opposition. Il faut encore faire preuve de beaucoup de choses. Vous en pensez quoi, vous? Non, je pense que le Premier ministre Mosito a déjà fort à faire à défendre son bilan. Et ma foi, on peut défendre son bilan en étant très agressif par rapport aux uns et aux autres. Je le laisse d'abord à défendre son bilan. Il peut avoir son opinion de tel ou tel acteur politique, mais je crois qu'il s'est mis dans une forteresse et que là, dans sa canonnière, il veut essayer de tirer sur tout le monde. C'est son choix politique de fustiger, de donner des bons points ou des mauvais points aux uns et aux autres, mais à ce que je sache, Adolphe Mosito n'est pas un professeur et il n'est pas diplômé pour dire qu'un tel a bien fait, l'autre a mal fait. Il n'en est pas encore là au niveau de sa stature morale, mais sans doute est-il en marche vers ça. D'accord. Alors, Olivier Kamitatou, 9 ans de gestion avec Joseph Kabila, la 10e année, vous faites volte-face. Comment juger ça? De la constance ou un repositionnement? Non. Aujourd'hui, l'opposition est un blanchiment. Comment ça se conçoit au sein de l'opinion selon vous? Vous me prêtez une incohérence. Je vais rester dans la cohérence. Pourquoi le choix de Joseph Kabila? À un moment donné, nous avons considéré qu'il était important, effectivement, de nous retrouver sur un programme avec un leadership. Ce programme était axé sur la restauration de l'autorité de l'État, la consolidation de la paix et surtout, grâce à la Constitution adoptée par 85% des Congolais, eh bien, la mise en place d'institutions démocratiques issues des élections. Je me suis reconnu dans le fait que reprendre pied après que le pays ait été divisé, après des guerres éternelles, des transitions très longues, qu'il nous fallait maintenant nous mettre tous ensemble et nous départir à la fois de nos égoïsmes, de nos ambitions personnelles pour nous consacrer à ce qui était essentiel. La restauration de la paix, de l'autorité de l'État et recréer les conditions de la prospérité pour tous les Congolais. Joseph Kabila a été réélu en 2011. Je crois qu'aujourd'hui, les fondamentaux sur lesquels nous avons construit avec Joseph Kabila, nous les avons ensemble élaborés dans le dialogue intercongolais de Sun City. Nous les avons confirmés dans le référendum constitutionnel. Nous les avons mis en œuvre. On peut critiquer l'action publique. Elle peut être considérée par les uns jugée encourageante et par les autres totalement négative. Mais au moment où nous considérons que les fondamentaux sont mis en danger, alors là, on ne peut pas rester spectateur. Il faut avoir le courage de dire « Halte, c'est une ligne blanche que j'ai tracée. Je l'ai tracée personnellement, je l'ai tracée avec mon parti politique et je me suis retrouvé avec mes amis politiques. Je ne franchis pas cette ligne parce qu'elle met en péril tous les acquis du passé. » Vous êtes comptable de la gestion de Kabila? Bien entendu, nous sommes tous comptables. Si vous parlez de l'ARC et du ministre du Plan, je suis comptable de mon ministère. Si vous parlez du G7... ministre du Plan, plusieurs fois. J'étais à 2 reprises ministre du Plan et donc je suis comptable du DSRP2, je suis comptable des programmes d'action, des plans d'action prioritaires. Je suis comptable de ce qui était fait dans mon ministère. Et je peux défendre parce qu'il y va de ma responsabilité. La redevabilité est probablement liée à la responsabilité qui est le point essentiel de la démocratie. On ne peut pas demander le suffrage de la population et tout d'un coup, en tant que mandataire, échapper à son mandat parce qu'il nous a donné un pouvoir extraordinaire. Et d'ailleurs, on dit gouvernant, gouverner. On dit de moins en moins représentant, représenté. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la démocratie est en train d'évoluer vers beaucoup plus la redevabilité des agents qui sont à l'exécution. J'ai été à l'exécutif et je dois me justifier de mes actions au sein de l'exécutif. Le bilan, il est positif ou négatif
De l'ensemble. Dans l'ensemble, en tant que ministre du Plan, oui, je dirais que la trajectoire prise par le pays est une trajectoire sur laquelle on peut juger que c'était globalement positif. Positif. Alors si c'est positif, un repositionnement servirait à quoi aujourd'hui? Si c'est positif, est-ce que si la majorité présentait un candidat en 2016, vous ne rempliriez pas? Pourquoi alors changer de cap et combattre ce gouvernement? Je change de cap parce que les fondamentaux, je viens de vous le dire, les fondamentaux pour changer de cap ont été mis en question. Ils ont été mis en question par ma famille politique qui a refusé en son sein le débat. À partir de là, si nous ne construisons pas sur du ciment, si les fondations de la République sont mises en danger, et si nous sentons que les murs que nous allons construire, que la maison que nous voulons faire ensemble, la grande maison Congo, est menacée, eh bien à ce moment-là, on ne peut plus se contenter d'un bilan de l'exécutif. Il faut dire que les fondamentaux pour construire l'avenir, un avenir apaisé, un avenir dont la vision pour nous tous est de rendre ce Congo émergent à l'horizon de 2035, il faut d'abord que nous restions congolais, que nous ayons l'affirmation de ces fondamentaux, 85% du peuple congolais, des personnes les sans grade, les ignorants, aux personnes les plus grands intellectuels, ce sont des partis de toute différence, de toute divergence. Pour dire, en 2005, nous allons fêter dans quelques jours les 10 ans de notre Constitution, on ne peut pas les remettre en question, et donc je peux mettre de côté le bilan de l'action gouvernementale et de la puissance publique, et je mets de côté les fondamentaux sur lesquels nous devons construire l'avenir de notre pays, et ils sont menacés. Vous parlez bien, Olivier Kamitatou, mais que pensez-vous de ceux qui disent Olivier Kamitatou hier avec Jean-Pierre Bemba, ensuite il a quitté Jean-Pierre Bemba de la manière dont nous savons. Quelle est la manière que vous savez de Jean-Pierre Bemba? On dit qu'il a trahi Jean-Pierre Bemba, et puis avec Kabila, aujourd'hui on dit qu'il a trahi, et demain on dit qu'il a trahi, trahira. Vous en pensez quoi, vous? Je crois qu'il y a eu beaucoup de propagande, et le mot trahison a été très souvent galvaudé. Mon histoire avec Jean-Pierre Bemba, elle est simple. Elle se passe en 3 grandes périodes. La période de la vie estudiantine, la période de l'amitié, celle au cours de laquelle eh bien, nous partageons les mêmes éléments, les mêmes peurs devant le professeur, les mêmes joies pendant et après les cours à l'université, et peut-être les premiers pas dans la vie professionnelle. Ça, c'est une période qui n'a rien à voir avec la politique, ce sont les aspects de la vie privée. Et puis il y a la vie politique qui s'engage. Et elle s'engage avec Jean-Pierre Bemba dans un des chemins les plus difficiles qu'on puisse imaginer dans une existence d'un homme. C'est celle de prendre les armes et de se rebeller contre la dictature et contre l'oppression. Et ensemble, nous avons choisi qu'il nous fallait et que nous n'avions pas d'autre chemin. Il n'y avait pas d'autre voie pour nous d'expression. Jean-Pierre Bemba a pris les armes avant moi et je l'ai rejoint dans ce combat. Je le rejoins d'autant plus facilement que je le connaissais très bien. C'est la deuxième partie de ma vie et pendant 5 ans, nous avons lutté. Et pendant cette lutte, nous avons considéré, quelles que soient nos divergences sur le front politique, que quand on prend les armes, on ne remet jamais en question le chef. Parce que si vous remettez un chef en question, quels que soient les choix qu'il fait, eh bien vous allez démobiliser tous ceux qui sont derrière, qui risquent leur vie. Ils ne risquent pas simplement de rentrer à la maison et d'avoir un problème domestique, ils risquent tous les jours leur vie au front. Et quand nous sommes sur le front, nous devons être disciplinés, d'une discipline de fer qui n'a rien à voir avec la démocratie ni avec la politique en tant que telle dans un parti politique. Est arrivée la 3e période, qui est celle de faire de la politique et de faire ses choix. Eh bien, chacun peut avoir ses propres choix. La manière de conduire la politique, la manière de conduire un parti, la manière de nouer des alliances. Nous n'avions pas les mêmes choix. Je n'ai pas créé un MLC bis. Je n'ai pas été contesté Jean-Pierre Bemba dans son rôle de leadership. Et je n'ai même pas voulu me présenter aux élections de 2006 parce qu'il ne m'appartenait pas de m'opposer à Jean-Pierre Bemba, vu le sacrifice fait par des millions, comme les autres ont fait. Par des milliers de jeunes gens. Certains sont morts, d'autres sont invalides. Ils ont cru dans Jean-Pierre Bemba en tant que libérateur. J'ai considéré que la politique, il y avait une séquence qui n'était plus celle de la libération, qui était celle maintenant de se battre pour ses idées, ses valeurs. J'ai intégré, effectivement, avec mes amis, l'Alliance pour le renouveau du Congo. Et je n'ai jamais parlé de Jean-Pierre Bemba. C'est la première fois que je le fais de manière officielle. Je n'ai jamais fustigé où que ce soit Jean-Pierre Bemba. Je le respecte parce que c'est un grand homme qui s'est engagé et qui a donné de lui-même, jusqu'aujourd'hui, pour la République démocratique du Congo et la vision qu'il en a. Cette vision-là, eh bien, j'avais, sur le plan politique, d'autres fondamentaux. Je suis devenu un membre de l'Internationale libérale. Mes pères, dont vous êtes président dont je suis président du réseau libéral africain, mes pères à travers l'Afrique
le président Ouattara, le président Macky Sall, qui sont présidents de parti également, m'ont choisi. Ils m'ont fait cet honneur immense de dire « Olivier Kamitatou, vous serez président du réseau libéral. Je le suis encore. Je suis vice-président de l'Internationale libérale parce que mes amis, eh bien, et moi-même, nous défendons ces valeurs de liberté. Et ce libéralisme-là, nous voulons le voir triompher en Afrique. Voilà, c'est le chemin que j'ai choisi. Il n'y a pas de trahison de Jean-Pierre Bemba. Maintenant, il est clair que pour pouvoir mobiliser les gens, ah, Kamitatou a trahi. Non, je n'ai pas trahi. Si j'avais trahi, j'aurais fait comme certains imposteurs, usurpateurs aujourd'hui, prendre le drapeau du MLC, commencer à parader dans les rues en me revendiquant de tel ou tel. Je fais allusion à tous les petits doublons. Le MLC libéral. Eh bien, vous savez, il y a toujours un carteron, quelque part, de généraux, comme en Algérie, qui veulent se prendre plus grands que ce qu'ils ne sont. Je ne suis pas de cette eau-là. Tu ne peux pas faire comme Thomas Louaka, c'est comme ça qu'on vous bouscule le dos, avec l'arc, voilà, on a plusieurs arcs, maintenant la cacophonie. Eh bien, l'arc est un et indivisible. Le congrès de l'arc l'a rappelé. Mes amis politiques étaient là, tous mes amis politiques, et personne n'était parlé d'un arc libéral, etc. Ça, c'est de la trahison. On n'usurpe pas le label qui était créé au prix de beaucoup de sacrifices par beaucoup de Congolais. On n'usurpe pas le vote aujourd'hui. L'ARC a pu obtenir des centaines de milliers de voix de votants qui ont choisi l'ARC et les candidats de l'ARC. Peut-on trahir la confiance que ces électeurs ont placée dans les candidats de l'ARC pour se revendiquer d'un autre ARC qui serait né de manière spontanée pour simplement conserver un poste, des avantages financiers et essayer de rester à la traîne d'un pouvoir qui, certainement, vous recevez les miettes qui tombent de la table. D'accord. Alors, dernier dossier avant de prendre le public. Le dialogue, ça urge de partout, il est imminent. Le dialogue accepté par l'UDPS, la majorité estime qu'il faut 2 à 4 ans de transition pour organiser des bonnes élections. Ça, c'est André Alain Toundou qui l'a dit. Il faut y aller au dialogue aujourd'hui pour en parler, des questions qui vont au-delà. Alors, vous en pensez quoi, vous, du côté de l'ARC? Quelle est votre appréhension? Nous dialoguons. Nous sommes en dialogue. C'est une sorte de dialogue, vous et moi. A-t-on pour autant interrompu les activités des institutions qui sont en place? Non. Dialoguer, oui, nous voulons dialoguer. Il y a des mécanismes de dialogue. Mais pendant qu'on dialogue sur des questions électorales et exclusivement électorales, pour respecter les dispositions de la Constitution et les délais constitutionnels, qui ne sont pas un point de détail dans la Constitution, ce n'est pas pour autant parce que nous dialoguons dans un format qui a déjà été utilisé dans notre pays qu'il faut pendant ce dialogue suspendre l'Assemblée, le Sénat, les cours et tribunaux et toutes les autres activités. Nous voulons dialoguer, certes, mais nous ne voulons pas créer une institution comme la Conférence nationale souveraine. Nous ne voulons pas aller dans l'extra-constitutionnalité pour les raisons inavouées qui seront de changer. Mais certainement, puisque pendant le dialogue, plus personne ne va travailler. Le dialogue devient une institution. Et cette institution peut même devenir, elle l'a déjà été dans le passé, souveraine. Nous ne voulons pas ça. Ce qui est souverain, c'est le choix de 85% des Congolais sur une constitution qui dispose qu'il y a des délais constitutionnels. Vous allez être laissé à la traîne parce que l'UDPS avec Tshisekedi ont accepté le dialogue. Je ne sais pas qui sera à la traîne de qui, parce que finalement... Quel est le poids du G7 aujourd'hui pour rivaliser l'UDPS? Ce n'est pas le poids. De lutte, hein? Ce n'est pas le poids, M. Peter, ce n'est pas le poids du G7. Quel est le poids de la population qui a à 85% accepté, presque à l'unanimité, une constitution qui constitue un des textes fondateurs de la République démocratique du Congo? C'est eux le poids. Ce n'est pas un accord particulier noué à Venise, à Ibiza, ou quel que soit dans une capitale touristique d'Europe. Ce n'est pas ce petit accord-là qui peut remettre en question 85% des Congolais qui ont décidé de se mettre ensemble, de se départir de leurs divisions, pour construire une nation plus forte, qui ont décidé d'adopter une loi fondamentale qui doit être respectée par tout le monde. Tshisekedi a 30% environ de voix, Kabila a 40 quelques % de voix, il représente le peuple. Voulez-vous un dialogue? Un accord et si le dialogue, c'est pas le G7 qui va barrer la route. Hein. Peter, le dialogue, est-ce simplement entre deux personnes, celui qui a gagné les élections et celui qui a l'Imperium? Parce que celui qui a gagné les élections revendique qu'il a gagné et celui qui a l'Imperium revendique qu'il a l'Imperium. Deux personnes sur 78 millions ou 80 millions de Congolais, deux personnes vont prendre en otage un texte, une loi fondamentale, 2 personnes vont prendre en otage un
une constitution qui a peut-être été, ce référendum de 2005, a été un des moments fondateurs de la nation congolaise qui s'est retrouvée. La nation congolaise, c'est le 30 juin 1960. La nation congolaise, c'est aussi décembre 2005, où 85% du peuple congolais a dit oui à une constitution qui lui permet d'envisager maintenant l'avenir et de dresser un nouvel horizon. Parce qu'une constitution, c'est une vision d'avenir. C'est un texte autour duquel se rassemblent toutes les forces vives de la nation. Merci beaucoup. Des applaudissements pour... C'était la première partie de cette émission, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Je reviendrai éventuellement avec de petites questions. Le temps pour nous d'avoir la deuxième partie, le public qui va essayer un peu aussi de poser des questions. Et vous aurez le temps d'étoffer votre argumentation parce que je constate que il y a beaucoup de questions. L'invité veut vider son carquois aujourd'hui. Alors nous allons aller derrière. On va aller derrière. On va rester derrière là-bas. Oui, monsieur là-bas. Oui, allez-y. Bonjour honorable. Bonjour. Nous sommes africains et précisément congolais. Chez nous les Congolais on dit on voit d'un mauvais œil l'enfant qui quitte de maison à maison. Alors j'aimerais que à l'égard de toute cette population qui vous voit d'un œil là réticent qui dit vous avez été au MLC au pouvoir aujourd'hui du côté encore de l'opposition, surtout que ça s'est fait à la veille des échéances électorales vos départs. Un mot à toutes ces populations là. Et aujourd'hui que vous êtes à l'opposition, êtes-vous prêt pour un candidat unique pour ne pas aller en ordre dispersé? Alors pour finir ma question, aujourd'hui dans le marché d'emploi, il y a plus de 900 000 candidats qui se déversent. Quel est le politique selon vous pour canaliser toutes les potentialités intellectuelles? C'était ça mes questions. Merci beaucoup. Question derrière en lunettes. À mon avis, 3 questions sont importantes. Commençons, c'est là. Vous voulez répondre directement? Oui. D'accord, on fait du tic au tac alors. C'est 3 questions extrêmement importantes. D'accord. Aller de maison en maison, comme un sans domicile fixe. C'est ça que vous voulez dire. Mais non, je ne vais pas de maison en maison. La maison Congo a des règles. Ces règles ont été acceptées par tous les Congolais, toutes les Congolaises. Et ces règles sont inscrites dans la Constitution. On sait s'il faut aller à gauche, à droite, on sait à quelle heure il faut déjeuner, à quelle heure on va se coucher, à quelle heure on éteint les lumières. Ces règles codifient la vie de la nation. Et ces règles permettent de réunifier ce pays, de l'apaiser. Ces règles donnent à certains le pouvoir et d'autres, ces règles disent « vous ne pouvez pas aller là-bas, fixe les lignes ». Vous savez, cette constitution, j'en suis un des pères. J'étais président de l'Assemblée nationale au moment où nous avons adopté ce texte qui était difficile. À l'époque, il y avait ce grand débat entre les fédéralistes et les unitaristes. Vous avez 2 minutes pour répondre aux questions. Il y en a plusieurs. Non, je crois qu'il faut que les gens sachent, parce que aller de maison en maison, ce n'est pas ça. La maison Congo, elle est là, elle ne bougera pas. Mais les règles à l'intérieur de la maison, on ne peut pas les briser. Parce que ces règles-là, elles codifient la paix à l'intérieur de la maison. Elle donne à l'un le pouvoir et l'arbitrage, elle lui donne le temps d'un moment donné d'être le chef de la famille, et à un moment donné, le chef de la famille dit « je dois remettre mon mandat, si vous voulez me choisir à nouveau, eh bien, si ces règles-là sont combattues, ça veut dire que vous ne quittez pas la maison. Ce sont ceux qui veulent changer les règles qui vont quitter la maison, et c'est ça que j'ai dit. Je l'ai dit récemment. On s'auto-exclut d'un pacte républicain, parce que ce pacte républicain, c'est notre constitution. Et vouloir la remettre en question aujourd'hui, c'est fragiliser le pays, c'est freiner son développement. D'accord. Maintenant, candidat unique. Le candidat unique. J'espère qu'il y aura plusieurs candidats. J'espère qu'il y aura plusieurs candidats au sein de l'opposition à laquelle j'appartiens. Et j'espère finalement qu'on se mettra d'accord sur un seul candidat. Qu'il y aura cette convergence où nous choisirons le meilleur. Parce que c'est une élection à un seul tour. Mais chacun peut s'exprimer. Mais qui, selon vous, a un peu le profil de gagnant? Aujourd'hui, je ne connais pas les candidats. Je peux vous citer des noms, moi. Je crois que chacun a ses qualités et que ce sera la capacité d'être le grand fédérateur, de pouvoir porter le discours des uns et des autres. Vital a de bonnes idées. Ensuite, Moïse Katumbi. Il en a de très bonnes et de grandes qualités de leadership. Professeur Matungulu. Pourquoi pas? Il a une grande expérience des finances. Sur les 3, vous choisissez qui, par exemple? Eh bien, je veux prendre les qualités des 3 et essayer de trouver le meilleur pour que le peuple congolais dise, voilà, c'est lui qui est le meilleur et il a pu se convenir pour se présenter face au candidat que la majorité présentera et qui ne peut pas être Joseph Kabila. Joseph Kabila n'est pas qualifiable pour les élections de 2016, c'est la Constitution qui le dit. D'accord, 900 000 jeunes à la fin de chaque année déversés au marché de l'emploi. Il faudrait quelle politique pour ne pas accroître le taux de chômage? Il faut
privilégier l'éducation, la formation technique professionnelle, les universités. Il n'est pas normal que dans un classement de 100 universités africaines, la République démocratique du Congo n'ait pas une seule université. C'est une politique d'ensemble, c'est une stratégie d'ensemble qu'il nous faut mettre sur pied très rapidement. Parce que nous sommes en train de sacrifier des millions de jeunes, parce que 900 000 jeunes chaque année accèdent au marché de l'emploi et ils ne peuvent accéder à un emploi décent. Ça veut dire qu'il faut créer à la fois sur le plan économique les conditions de l'investissement, les conditions de l'explosion des PME. Il faut à la fois créer entre l'université et le monde de l'entreprise ces passerelles. Il faut qu'il y ait à la fois ces échanges. Il faut que les chaînes de valeur et que les filières soient développées. Il faut que nous formions nos jeunes par rapport aux besoins de la société et de l'économie congolaise. Il ne faut pas aller chercher des Philippins pour construire des cuves au Katanga. Il ne faut pas aller chercher des électriciens au Canada. Il faut avoir pour chaque filière des compétences nationales. Et il faut finalement que l'expertise nationale, la compétence nationale soit valorisée. Merci pour ça, nous aurons en discussion. Je veux vous demander de très souvent pour résumer parce que je risque d'avoir des problèmes avec nos amis étudiants. En lunettes. J'ai quelques petites préoccupations. Mais avant de les aborder, j'aimerais repartir dans l'histoire. Celle-ci retiendra de vous le parcours d'un grand homme sans doute, autour duquel émaillent beaucoup de valeurs, entre autres celle d'avoir été le président de l'Assemblée nationale pendant un moment fort de ce pays, moment pendant lequel on élaborait la Constitution. Cette Constitution qui devrait et qui nous régit encore jusqu'à aujourd'hui. Cependant, à vous entendre parler, j'ai l'impression que certaines de ces valeurs ne sont plus respectées. Vous aviez dit tantôt que si vous aviez claqué la porte à la majorité présidentielle dont vous faites part il y a d'ici peu, c'est parce que les fondamentaux n'ont pas été respectés. Alors, ma préoccupation, c'est celle de savoir, les fondamentaux dont vous faites allusion, qui n'ont pas été certes respectés, pourquoi ne pas avoir crié haut et fort? Pourquoi ne pas avoir décrié le moment opportun que ces fondamentaux n'ont pas été respectés, lorsque nous le savons bien qu'en 2011, personne ne peut l'ignorer, que certains fondamentaux n'ont pas été respectés. Je n'aimerais pas en énumérer certains ici. Mais du point de vue global, parlons simplement des élections. Certains fondamentaux de la loi constitutionnelle par rapport aux élections n'ont pas été respectés. Et pourquoi en ces moments-là, vous en tant qu'élu du peuple, vous en tant que représentant du peuple, n'aviez pas eu le courage, sinon la détermination, de dire à M. Kabila et à toute la majorité que par rapport à ces fondamentaux qui n'ont pas été respectés, moi je dis non et moi je sors de chez vous. Moi je quitte la majorité présidentielle. Et pourquoi avoir attendu si longtemps, près de 10 ans au moins, que vous êtes avec la majorité pour venir aujourd'hui parler à la jeunesse et surtout au public congolais de ces fondamentaux? Et pour finir, en tant qu'homme politique visionnaire, quelle serait votre ligne directrice, puisque vous en parlez, par rapport à la majorité présidentielle, parce qu'il n'y avait pas une ligne directrice établie. Raison pour laquelle dans votre lettre adressée au président de la République, lettre ouverte, vous en énumérez quelques-unes, des lignes directrices qui n'ont pas été respectées. Quelle est votre ligne particulière et personnelle? Et pour la jeunesse que nous sommes, s'il vous plaît Peter, pour la jeunesse que nous sommes aujourd'hui en 2015. Dans une étude que je suis en train de mener, je me rends compte qu'il y a beaucoup plus de filières d'études, d'universités et d'enseignement supérieur qui regorgent plus d'étudiants. Cela aurait un impact négatif sur la croissance économique du pays d'ici l'an 2030, où nous aurons à importer la main-d'œuvre. Vous, en tant que visionnaire, en tant que manager, si vous le voulez bien, quelle est votre politique, votre ligne directrice par rapport au parcours politique et par rapport à la jeunesse? Merci. Oui, je répondrai. Non, il ne faut pas faire de l'histoire celle que vous aimez et vous ne citez pas le reste. Élection 2011, gouvernement Matata, mai 2012. Décembre 2012, le président de la République reçoit l'opposition.
les José Maquila, etc., qui lui disent le pays marche mal, il faut absolument des concertations. Mars 2013, ces concertations, eh bien le président de la République nous appelle et nous dit nous voulons, je veux ces concertations parce qu'il faut que le pays se remette sur les rails. Certains fondamentaux apparemment sont contestés. Et nous commençons à travailler, à préparer ce qu'on appelle les concertations. Ces concertations, on a commencé en mars 2013. Elles auront lieu en septembre 2013. Et nous allons travailler avec plus de 600 résolutions pour essayer de retrouver les fondements de l'unité. Maintenant, 2013, on passe à 2014. En mars 2014, voyant que les choses n'avancent pas, qu'il n'y a toujours pas de gouvernement, que la première résolution de ces concertations n'est même pas mise en œuvre, il se fait que par mon statut de président du réseau libéral africain, je prends simplement un discours important et pas dans notre pays. Je le fais au Burkina Faso, à Ouagadougou. Et je dis à tout le monde à Ouagadougou, l'Afrique vous regarde, monsieur Burkinabé. Et ce que vous allez choisir, parce que c'est le même point d'article 37 de leur constitution, que M. Compaoré veut remettre sur la table. Je dis non, on ne divise pas un pays pour le destin d'un seul homme. Et je reste cohérent. Au mois de juillet 2014, le vice-premier ministre Bochab sort un livre en disant la Constitution, on peut en changer. Entre la révision de la Constitution et l'émission de la Nation. Au mois d'août 2014, le MSR, toutes les tendances confondues, décide que nous ne pouvons pas changer de Constitution. Il n'est pas question de faire cette forfaiture. Maintenant, en décembre, Moïse Katumbi dit il ne faudra pas 3 pénaltys. En janvier, les jeunes gens se révoltent. Fin janvier, nous décidons et nous demandons un débat de fond dans notre famille politique. Sinon, vous nous auriez dit, ah, ce sont des traîtres, ils sont partis, ils étaient inconfortables. Nous voulons un débat de fond et nous écrivons 3 lettres. Et finalement, faute d'un débat, on nous exclut. Voilà la chronologie. Et il ne faut pas dire, vous n'avez jamais parlé. Vous étiez confortable dans votre position. Vous n'avez pas défendu les intérêts du peuple. Non. Nous avons chaque fois annoncé que nous n'irions pas jusqu'à cette extrémité parce que le pouvoir pour le pouvoir à tout prix, eh bien ça c'est inacceptable. Le pouvoir, il appartient au peuple et à lui seul. C'est à lui de choisir. Depuis tout ce temps, voilà tous les points sur lesquels nous avons chaque fois fixé un petit point, un petit caillou sur la ligne en disant attention, ça, nous n'irons pas jusque-là. Donc il n'y a pas de surprise. Et j'aimerais que vous ne soyez pas à dire nous sommes restés les bras croisés. Ce n'est pas notre habitude. D'accord. Madame, croix de vous, madame. On va pas privatiser la parole, ma chère. Madame, allez-y. Monsieur Kamikatou, bonjour. Le porte-parole du gouvernement a affirmé au cours d'une émission télévisée que le G7 aurait reçu de l'argent des Occidentaux pour déstabiliser la majorité présidentielle après la réussite du chef de l'État, après la réussite plutôt du voyage du chef de l'État en Chine. Comment réagissez-vous à ces propos? Ma deuxième préoccupation, c'est pour sécuriser les chefs d'État africains, afin qu'il y ait alternance, ne faudrait-il pas qu'il y ait un statut spécial des chefs d'État, et particulièrement pour Joseph Kabila? Merci. En ce qui concerne, j'ai écouté, j'étais consterné d'entendre le porte-parole du gouvernement parlant de néocolonialisme. Les néocolonialistes ont donné de l'argent. Et le G7 a cédé à l'argent des néocolonialistes. Non, on n'en est plus là. Le monde a changé et aujourd'hui, il n'y a pas de néocolonialistes. Il y a des pays émergents qui gagnent beaucoup plus de moyens financiers que les néocolonialistes. La Chine, qui est le grand ami de la République démocratique du Congo, a plus d'argent que les États-Unis ou que d'autres économies, donc il n'y a pas de néocolonialistes. Nous sommes des Congolais. Nous avons ensemble fait la promotion d'un texte autour duquel 85% du peuple congolais a dit oui. Chacun de nous au G7 a mouillé sa chemise pour vendre un régime, une constitution adoptée par la grande majorité des Congolais. Il n'est pas question pour des intérêts personnels, pour des convenances personnelles, pour des caprices, parce qu'il y a des peurs sur le lendemain de vouloir revenir sur un texte fondateur de la nation congolaise et dire que c'est de l'argent néocolonialiste, non. On est confortable au gouvernement. Vous pensez que quitter son poste de ministre, c'est confortable? On aime l'argent, on aime les honneurs, on aime le pouvoir, on aime voyager en business, on aime être reconnu dans la société. Certains vous diront, mais pourquoi il est sorti là? Non, nous avons des convictions. Vous n'avez pas quitté, vous avez été révoqué. Nous avons des convictions. Maintenant, je suis cohérent avec moi-même. Quand, avant d'écrire cette lettre, le secrétaire général de l'AMP appelle chacun des membres du G7 et il dit, si vous écrivez une lettre, ce sera la rupture. Dès lors que vous écrivez la lettre,
vous acceptez la rupture. C'est aussi une forme induite de dire je suis prêt à partir parce que ça c'est plus important que mes fonctions. Parce qu'on ne peut pas transiger sur des valeurs. Pour la première fois, et ça vous devez le retenir, pour la première fois, la morale en politique dans ce Congo a été liée à la responsabilité. Vous faites un discours moralisateur, prenez vos responsabilités. Nous avons pris nos responsabilités et ceux qui ont démissionné après nous ont pris également leurs responsabilités. Un ministre qui démissionne, c'est pas évident que le matin, quand il quitte sa femme et ses enfants, ils disent bon, je vais démissionner, je deviens chômeur le soir. Certains peut-être l'ont fait à contre-cœur, mais ils sont courageux. Et ils ont redonné la fierté à la politique. C'est l'être de noblesse. Quand vous n'êtes pas d'accord, il faut savoir dire non, il faut savoir quitter. Il faut savoir quitter la table. La table était desservie, eh bien, nous sommes partis. Ça a changé beaucoup de choses dans la perception. Dorénavant, chacun doit prendre ses responsabilités. Et s'il ne fallait retenir du G7 qu'une seule chose, ce sont des hommes qui ont été responsables et qui se sont assumés librement. D'accord. Deuxième question, un statut spécial d'un chef d'État. Le statut spécial, le président de la République est sénateur à vie. Cette constitution protège le président de la République. Comment ça? Elle le protège parce qu'elle lui donne une immunité à vie. Jean-Pierre Bemba a été sénateur, il est toujours, je crois. Il est toujours sénateur. Il a été cueilli, de la manière dont nous savons. La loi internationale, si vous êtes accusé de crime contre l'humanité, si vous êtes accusé de crime de génocide, personne ne peut vous protéger, même pas un statut. On ne cherche pas des statuts. Pas un statut spécial. Et je crois qu'il ne faut pas prêter. Pourquoi vous voulez prêter C'est comme si vous prêtiez à Joseph Kabila qu'il lui fallait autre chose parce qu'il aurait commis autre chose. Je crois que c'est un homme qui n'a pas commis tous les forfaits qu'on voudrait lui mettre sur la tête. Je crois qu'il a un statut qui le protège, comme il protège tous les Congolais. Dès lors que vous allez dans l'exception, vous ne quitterez plus jamais ces régimes d'exception. Et il faudra créer des exceptions pour la sœur, pour le frère, pour le fils, pour le voisin, pour le chauffeur. Il n'y a pas d'exception. Restons dans la loi. Nous savons ce qui s'est passé en Libye avec Sarkozy. Aujourd'hui, il se la coule douce en France. Nous savons ce qui s'est passé en Irak avec Saddam Hussein, avec Bush. Vous me faites peur quand vous comparez Joseph Kabila à Saddam Hussein ou à Kadhafi. Est-ce que je peux Restons dans les limites. Je peux poser ma question, M. Olivier Kamitatou. Vous partez sur des mauvaises bases sur votre question. Poser ma question. Allez-y. Ça veut dire que ces présidents ont eu à faire des actes, mais aujourd'hui ils sont pas à la CPI. Est-ce qu'il ne faille pas demain aussi protéger nos chefs d'État, parce que vous êtes président du réseau libéral africain, beaucoup de chefs d'État ne veulent pas quitter le pouvoir. Au Congo-Brazzaville, il y a eu un référendum avec Sassou. Au Rwanda, la majorité de députés ont avalisé souhaiteriez-vous, Peter, et partout ailleurs. Je vais répondre simplement. Pour sécuriser Joseph Kabila, il ne faille pas un statut spécial. Le statut spécial, si au cas où le président de la République aurait commis un crime de génocide, un crime contre l'humanité et des choses imprescriptibles, nous, Congolais, nous allons quand même le protéger. Vous voulez qu'on mette ça dans la Constitution? Nous serions ridicules à la face du monde, parce que nous avons un chef qui n'a pas commis des crimes contre l'humanité, parce que nous ne le suspectons pas d'avoir commis des crimes de génocide, ou alors il faut que celui qui l'accuse apporte les preuves. Je n'en ai pas. Et je crois que le statut suffit amplement à le protéger. Comment faire pour protéger un chef d'État après son mandat? Mais pour garantir la sécurité, pour qu'il ne se serve pas de son pouvoir comme bouclier. Mais le statut de sénateur à vie et son immunité et l'immunité parlementaire doivent être respectés à travers le monde. Nous ne sommes pas un État exceptionnel. Nous n'avons rien d'exceptionnel. Nous sommes une nation moderne qui s'intègre dans un monde de compétition, dans la globalisation. Nous n'avons pas à créer et à inventer des statuts qui n'existent pas. Je crois qu'être sénateur ou être député vous donne le droit de pouvoir parler, vous exprimer, vous ne donne pas le droit d'être pris en flagrance. Pas d'immunité pour Joseph Kabila. Mais son immunité de sénateur suffit amplement. Amplement. Contre lui, Absolument pas. Je le respecte infiniment. Et s'il y a quelqu'un qui respecte le président de la République, c'est bien moi. Parce que je l'ai connu peut-être dans des conditions qui étaient plus difficiles que celles où il est aujourd'hui. D'accord. On va prendre une autre question. On va prendre devant ici avec vous. Une question. Il faut que tout le monde pose la question, une question. J'espère rapide, s'il vous plaît. Bonjour. L'invité, indulgence pour l'invité, une question. Bonjour, monsieur Olivier Kamitatou. C'est Cédric Foun, du président du Cercle de réflexion pour l'émergence de la jeunesse. La politique dans mon pays devient un métier des roublards, des gens qui disent autre chose dans la bouche et dans les médias que ce qu'ils ont réellement dans les cœurs. Voudriez-vous nous aider avec les vraies motivations qui ont poussé les G7 à se désolidariser de sa famille politique? Est-ce que les G7 n'est pas aujourd'hui un loup qui prend la forme d'un agneau pour jeter de la poudre aux yeux du peuple congolais?
ou, mieux encore, une prolongation de la majorité sous une autre forme? C'est ça ma question. D'accord. Le G7 défend des valeurs, des principes. Ces valeurs sont reprises dans la Constitution de la République démocratique du Congo, qui fixe qu'il y a des échéances et que ces échéances doivent être respectées par tout le monde, qui fixe dans l'article 220 qu'il y a des éléments qui sont intangibles. Cela, le G7 défend ses valeurs, ses principes. Nous voulons finalement, non pas seulement nous prétendre comme les défenseurs, les vaillants défenseurs d'un texte, non. Parce que nous avons la volonté de proposer au peuple congolais, une alternative. Parce que nous considérons effectivement que si le bilan, le résultat est globalement acceptable, c'est que nous pouvons faire beaucoup mieux. On peut faire mieux, on peut faire plus vite, et ma foi, on peut faire beaucoup plus pour le peuple congolais. Et le G7 est prêt à présenter sur la table ce programme. Nous allons vous le présenter, et au-delà du fait de dire il faut des échéances, c'est la loi fondamentale. Au-delà de ça, il faut venir présenter un vrai programme alternatif. Nous discutons de l'emploi des jeunes, nous discutons de l'avenir, nous discutons des filières, nous discutons de l'émergence, nous discutons de la sécurité, de la décentralisation, tous ces aspects de la vie politique, de la vie de la nation, de la société. Le G7 apportera pour chacun de ces points ses propositions. D'accord, on prend mon frère ici devant. Levez-vous, allez-y. Merci, Monsieur Peter, la parole. Je crois que, avant de déposer ma question, j'aimerais d'abord lire la citation de Saint Thomas, qui dit « Toutes les lois est ordonnée à l'intérêt commun des hommes, et pour autant, elle obtient force et raison de la loi. Elle tient force et raison de la loi. Mais dans la mesure où elle manque à cette fin, elle perd la vertu, l'obligation. D'accord, voilà la question. Monsieur Kamitatu. Mon frère. Monsieur Kamitatu. Je ne veux pas du tout revenir sur des choses que les autres ont déjà dit. Vous savez, la politique au Congo... La question. J'ai une dizaine encore de mains. S'il te plaît, mon frère, la question. Partons de votre parcours politique. Tout ce que nous avions appris, nous, la jeunesse congolaise, par votre personnalité. Pensez-vous qu'il vous reste un exemplaire ou quelque chose à nous montrer, nous, la jeunesse congolaise? Voilà l'exemplaire. Je suis un ange du ciel venant pour vous sauver, et raison pour laquelle je suis là, je forme le G7. Ainsi, je pose ma question. Non, je ne le suis pas. Pour la jeunesse. Je ne suis pas un exemple pour la jeunesse. Je crois qu'il y a dans ce pays des grands exemples et des grandes autorités morales dans ce pays. Malheureusement, on n'y fait pas attention. Notre pays manque de repères, certainement par manque d'informations, mais dans tous les secteurs de la vie du pays, il y a de grandes personnalités, de grandes valeurs morales. Dans la médecine, vous avez le docteur Mukwege. Dans l'art contemporain, vous avez Sindika Dokolo. Dans le travail, le business, vous avez Luc Gérard. Des gens que vous ne connaissez pas, vous ne les connaissez pas. Dans l'histoire et le monde académique, le professeur Ilikia Bonkolo, vous avez à la tête de chaque département de la vie de ce pays. J'en ai cité quelques-uns, énormément qui sont dans la diaspora et qui aspirent à revenir. Quelques-uns qui sont ici, certains sont étouffés, d'autres émergent. Eux, ce sont des exemples, parce que chacun d'eux se lève le matin et travaille avec la force de ses bras. Je ne suis qu'un politique. Tout ce que je dois faire aujourd'hui, c'est de dire cette société, elle peut changer. Et si vous avez foi dans ce que je dis, je dois être assez fort, assez courageux, assez déterminé que pour pouvoir démissionner ou pouvoir quitter la table quand je sens que les valeurs d'exemple ne sont plus respectées. Je ne suis pas moi-même un exemple, mais je dois promouvoir une nation qui soit forte, et surtout on doit redonner une chose essentielle qui transpire dans votre question, c'est la fierté aux Congolais. D'accord. Merci beaucoup. C'est la personne qui bouge la tête en veste, oui. Derrière, oui. Parlez fort. Bonsoir Monsieur Kamitatu.
Je vous ai entendu religieusement et j'apprécie bien votre courage de poser des missions. Ça montre qu'il y a des valeurs morales et des valeurs idéologiques que vous aviez défendues en vous suivant religieusement. Et ma préoccupation est celle-ci. Par rapport à ces valeurs idéologiques, votre parti entendre ses disciples en peu de vent. Il y a certaines personnes qui disent qu'ils vous désavouent parce que vous n'avez pas eu cette valeur idéologique au sein même du parti. Vous avez plaidé pour la Constitution et le respect de textes. Alors nous demandons si vous ne considérez pas au sein de votre parti et si vous n'arrivez pas à faire l'union ou la cohésion dans votre parti, quel serait l'effort que vous pourrez amener au milieu de jeunes ou au milieu du peuple congolais pour faire encore plus grande de la marge à suivre. Et la deuxième préoccupation est sans doute, pour ne pas aller derrière le dos de la cuillère, la politique aujourd'hui, surtout pour les opposants, c'est la politique fantôme. Donc nous apparaissons lorsque ce sont des besoins propagandistes et lorsque réellement le peuple a besoin de nous, nous disparaissons. Alors je vous pose la question de savoir si qu'est-ce que vous emmenez de nouveau? Qu'est-ce que vous proposez? Vous avez refusé ce que la majorité a accepté, le gouvernement, d'accord. Mais qu'est-ce que vous proposez à la place? Parce que l'opposition crie beaucoup, mais la proposition n'y est pas effective. Voilà ma question. Au sein de l'ARC. Je l'ai dit lors du congrès. Je peux additionner tous les comptes rendus du comité directeur de l'ARC au cours duquel, après ma sortie de Ouagadougou, l'ARC a considéré qu'on ne changeait pas la Constitution, qu'on respectait les délais constitutionnels, qu'on ne pouvait pas changer la loi électorale pour des questions de recensement, d'identification des nationaux, mais malheureusement, les amis qui ont préféré la voie de l'aventure, chacun avait son propre objectif personnel. Et chacun a mis en avant son statut personnel de questeur, de mandataire public, sa volonté, son ambition d'être ministre. Eh bien, pour les plus cupides, c'était garder l'argent. Et je peux les citer. Pour les plus ambitieux, c'était essayer de renégocier un poste parce que j'ai trahi Kamitatou, donc je vais avoir un poste de ministre. Et pour les plus lâches et les plus peureux, simplement un peu d'intimidation parce qu'il n'est pas facile de quitter une majorité. Eh bien voilà les raisons fondamentales qui ont dicté, mais ce n'était pas un manque de transparence ou de démocratie à l'intérieur de notre parti. La deuxième question était importante. Oui, exactement. Par rapport à l'alternative que vous proposez. L'alternative. Parce que vous êtes vous savez, pendant critique. À la fois j'ai été président de l'Assemblée nationale et je peux parler de la Constitution et vous pouvez m'écouter sur ça, je sais comment on l'a adopté. À la fois j'ai été ministre du plan, c'était la 7e année, 7e ou 8e année. Donc je sais comment on élabore un plan d'avenir. Mais la grande question qu'il faut se poser, avant d'élaborer un plan d'avenir, et le G7 est disposé à ça, nous allons écouter les Congolaises et les Congolais. Nous allons organiser des sondages, des enquêtes, des focus group pour savoir qu'est-ce que vous voulez, quelle est la priorité sur laquelle vous voulez mettre l'accent. Et c'est seulement quand vous vous serez exprimé sur cela que nous pourrons mettre en œuvre alors des vraies propositions d'alternatives. Le sens maintenant du dialogue que nous voulons avoir avec le peuple congolais en tant que G7, c'est nous mettre à votre écoute. Ne pas vous imposer des routes, des boulevards, des ponts, vous êtes des contre avions. La modernisation, vous? La modernisation est très bien, mais elle ne peut se faire sans les Congolais, sans qu'ils aient dit, voilà, moi ma priorité, ce n'est pas élargir telle avenue. Ma priorité, c'est de faire la route entre Béni et Bounia. C'est extrêmement important que le pouvoir revienne à ceux qui nous ont donné mandat et que de temps en temps, nous puissions les écouter. Et les instruments aujourd'hui, les nouvelles technologies sont là pour dire que veulent les Congolais, que veulent les Quinois. Veulent-ils garder les immondices comme ils sont là ou veulent-ils les évacuer? Et à quel prix ils sont prêts à mettre pour ça? Finir, vous voyez pas aussi la modernisation, la démocratie doit avoir une part de participation. Monsieur Olivier Kamita, tous les avions achetés, l'hôtel du gouvernement intelligent, c'est vous qui critiquez. Un immeuble intelligent, la révolution des les passerelles aujourd'hui. On ne voit plus tout ça et pour la croissance économique. Je sens beaucoup d'ironie, mais je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il faut revenir... C'est pas de l'ironie, c'est des questions. Non, c'est des questions ironiques. Peu importe. Il y a l'immeuble intelligent à côté ici. Ce qui compte aujourd'hui, c'est que nous avons peu d'argent, vous le savez. La République démocratique du Congo est une économie qui est basée essentiellement sur un secteur, les mines. Un seul produit, le cuivre. Une seule province, le Katanga. C'est clair. Le Katanga, aujourd'hui, disponibilise à peu près 33% des recettes du pays. Une seule province, un seul produit. Il faut diversifier l'économie. Il faut aller là maintenant où nous allons créer les bases d'un nouveau Congo, où vous ne devez pas rester les bras croisés
spectateurs du train de la croissance en n'ayant aucune retombée de cette croissance. La croissance de Matata, il n'y a pas de retombée sur la Nous population. voulons que vous soyez les acteurs de la croissance et pas seulement les spectateurs qui écoutaient en ouvrant la télévision le pourcentage de la croissance. Et pour être acteur de la croissance, il faut y participer. Vous étiez à côté quand... Mais précisément, je suis ministre du plan. Vous étiez juste assis là devant. Peter, la transformation structurelle d'une économie et d'un pays, ça met du temps. Mais il faut s'y engager. Il faut s'y engager vite. Mais il faut s'y engager en ayant conscience qu'on ne peut pas imposer des choix que la population ne veut pas. Qu'il n'est pas question un seul instant que la représentation nationale qui doit adopter ce budget, eh bien ce budget ne soit pas fait avec des représentants qui aient conscience qu'ils ont derrière eux 80 millions de Congolais, qui aujourd'hui ne pourront pas se contenter de 4 $ par an par Congolais pour la santé, qui ne pourront pas imaginer que demain, avec les ressources que nous avons, nous allons transformer ce pays. Nous devons d'abord recouvrer les fondamentaux de la stabilité. La stabilité politique, qui est issue du respect de nos textes et de la Constitution, eh bien, elle conduit à la stabilité économique, qui nous permet d'attirer les capitaux, les investisseurs, qui nous crée les conditions de base de la création de l'emploi. Le secteur privé, qui est le moteur de la croissance, doit être rassuré par la classe politique qui doit respecter ces textes. Le jour où vous commencez à dire « ce texte-là, je ne le respecterai pas », vous n'aurez plus aucun investisseur. Et quand, dans ce qui concerne l'investissement public, il vous appartient d'être chaque fois sollicité pour dire ça nous voulons, ça nous ne voulons pas. Voulez-vous la réhabilitation des hommes aujourd'hui? Pourquoi pas demain? Et à quel prix? Et quelle société? Vous devez pouvoir regarder les choses en face et dire voilà ce que nous voulons. Vous ne voulez pas la révolution de la modernité dans les universités, hein? Je veux la révolution de la modernité. Je veux la révolution de la modernité, mais il faut lui donner à la fois un contenu, une direction. Et il faut savoir que c'est comme le pilotage d'un avion. Vous devez prendre la bonne direction. Je pense qu'on est dans une bonne direction. Vous devez prendre la bonne vitesse, sinon l'avion il tombe. La bonne altitude, sinon l'avion il s'écrase. Mais voilà, la vitesse, l'altitude nous demandent maintenant du carburant dans cet avion. Et il faut un pilote à bord qui ne soit pas contesté par le copilote ou par les passagers. Celui-là, maintenant, il est contesté par les passagers. Il doit remettre son mandat en jeu selon le contrat qu'il a signé avec le peuple congolais, sur lequel il a prêté serment. Il a prêté serment sur un texte qui lui dit, eh bien, votre contrat s'arrête à tel moment et vous pourrez le reconduire ou pas le reconduire. Au cas où, ça ne se faisait pas comme ça? Eh bien, vous pouvez croire alors qu'aucun des passagers ne sera rassuré. Un référendum serait mieux pour scruter le peuple? Il n'y a pas de question de référendum, parce que le référendum, d'abord, il n'y a pas de crise politique. Il n'y a que quelqu'un qui a un caprice dans la tête de pouvoir peut-être rester au pouvoir. Il ne l'a pas dit et je ne lui prête pas cette intention. Elle serait très malveillante et je serais malveillant aussi. Ce qu'il y a simplement, il y a peut-être la Cour qui souhaite peut-être conduire son chef dans des travées qui mènent à la catastrophe, au désastre et à la tragédie. Nous voulons refuser la tragédie. Nous avons une constitution. Elle fixe des délais, des dispositions, des règles. Respectons cela. Allons sereinement aux élections crédibles. Organisons une alternance démocratique. Ayons à cœur de choisir ceux qui proposeront un vrai programme avec des priorités assorties d'un chiffrage et nous aurons redressé le pays. Alors, je vais vous informer qu'il nous reste 2 questions. 2 personnes. Alors, parce qu'on me fait signe du côté de la région, on ne saura pas, hein, pour tout le monde c'est évident. En cravate noire, oui, derrière. Et la dernière personne va être choisie par l'invité. Bonjour honorable, je suis Mbou Herman, porte-parole des Il est temps et puis président de la GECOR. D'abord, je commencerai par vous remercier, vous et tous les G7, par rapport à votre courage et aussi en ces mêmes occasions vous dire que si d'autres vont encore l'ignorer, vous serez pour la jeunesse un modèle et aussi l'histoire retiendra votre nom. Ma préoccupation, elle touche sa source au congrès que l'ARC a organisé les samedis derniers. Dans votre discours d'orientation, vous aviez cité un nom et même paraphrasé une personne plus de 3 fois. La personne des Caméré, qui était aussi... vous avez eu peur. Qui était aussi l'invité des marques du congrès. Donc, vous venez de quitter d'une famille politique où il y avait une ligne un peu unique, donc l'autorité morale,
Et vous venez dans l'opposition où il y a l'aile Tshisekedi et aussi d'autres opposants qui se gravitent autour de Kamere. Et votre allocution et votre invitation spéciale à Kamere, comme étant le seul opposant hormis les G7, nous laisse faire croire que vous êtes aussi derrière Kamere. Alors, vous accepterez-vous un jour que Kamere soit le chef de file de l'opposition et aussi candidat potentiel pour les élections de 2016? Merci. J'ai cité Kamere à plusieurs reprises pour différentes raisons. La première, c'est que nous avons ensemble un parcours qui nous a conduits à élaborer les fondamentaux qui sont repris dans cette Constitution. C'est que l'accord politique global et inclusif a été le fruit d'une très longue négociation qui a commencé par l'accord de Lusaka en juillet 1999. Il était adjoint à la MONUC à l'époque. Et puis après, nous avons ensemble continué à travailler encore, à faire tomber les barrières, à essayer de mettre de côté nos divergences, pour essayer d'avoir un accord global et inclusif. Et donc, j'ai beaucoup de respect pour lui, tout comme j'en ai pour Azarias Rouberois, que j'avais invité, mais il avait un petit déjeuner de prière et n'a pas pu venir. On a vu aussi le MLC, hein. Ça vous a fait quoi de voir le MLC? Ça m'a fait beaucoup d'émotion, parce que ça a combattu et battu en brèche ce fameux mot trahison. Ça veut dire que quelque part, tous les Congolais patriotes, nationalistes, eh bien tous ont conscience que les efforts qu'ils ont faits pour l'accord global et inclusif, le dépassement de soi, ils se sont transcendés pour ce texte. Et 85% des Congolais, il y a eu un moment où la cohésion nationale n'était pas seulement un discours, on a senti qu'elle était dans les cœurs des Congolais. Eh bien tout cela, quand ils reviennent ensemble et qu'ils font le bilan de quoi? De 10 ans, se disent attention, nous étions bien partis. Revenons à ces fondamentaux qui ont fait de la nation congolaise une grande nation. Ne nous dispersons plus. Et c'est pour ça que j'ai cité Vital Kamerhe. Outre le fait que j'ai de la considération pour Vital Kamerhe, pour ses choix politiques, pour son discours, pour l'homme qu'il est. Maintenant, parlant de sera-t-il le candidat de l'opposition? Je ne peux le dire aujourd'hui, je ne sais pas s'il sera candidat. Je ne connais pas encore les candidats, mais moi je suis avec le G7 et je veux, avec le G7, non seulement me battre pour faire respecter la Constitution et les délais constitutionnels, rendre effectives les élections, mais avec le G7, je veux être une force de proposition derrière laquelle nous allons maintenant travailler pour présenter au peuple congolais des solutions. Mais on dit que derrière le G7, il y a l'ombre de Katumbi. L'UNAFEC s'était déjà d'ailleurs prononcé sur la question. C'est Katumbi pour leur candidat. C'est le cas pour l'ARC aussi. Avec Moïse Katumbi, il y a des grandes convergences. Vous avez vu sa lettre de démission, eh bien, elle est très liée au même constat que nous avons dressé. Il y a l'autorité morale de G7, le candidat de Moïse G7, Katumbi est très proche du G7, parce que nous partageons les mêmes idées, les mêmes valeurs. La langue de bois, maintenant, Moïse Katumbi n'est pas candidat. Moïse Katumbi n'est pas candidat à la présidence de la République. Je ne l'ai jamais entendu dire qu'il était candidat. Mais s'il s'avérait qu'il soit candidat, Moïse Katumbi a une qualité exceptionnelle. C'est qu'il vous donne la fierté. TP Mazembe, champion des champions en Afrique, quand on est congolais, le mot fierté revient trop rarement. Nous voulons redonner fierté aux Congolais. Mais pour redonner fierté, il faut avoir le sens du sacrifice et du combat. Et ça, personne ne peut le nier, à moins que vous ne vouliez pas être champion des champions. Eh bien, merci Moïse Katumbi, merci TP Mazembe, parce que nous sommes fiers d'avoir une grande équipe et parce qu'on se dit que à partir de là, on peut reconstruire un sens à la fierté, à la nation. Mais Mozito dit Moïse Katumbi, Joseph Kabila, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Mozito a eu son heure de gloire, très éphémère, il l'a eu. Il est nostalgique peut-être, mais aidons-le à passer le cap de la nostalgie. D'accord. Vous allez choisir la dernière personne qui va poser une question. Monsieur Olivier Kabila. Allez-y. Merci. Christopher Guitona, étudiant à l'Université catholique au Congo. Ma question est celle-ci. Après les actes de barbarie et de terrorisme qui se sont produits en France, nous avons vu et continuons à voir des diverses réactions, parfois contestées de nos leaders politiques. Alors, M. Olivier Kamitatou, quelle est officiellement votre réaction face à ces actes? À ce qui s'est passé en France. Bonne question. Ce qui s'est passé en France. Lors du congrès, j'ai demandé qu'il y ait 1 minute de silence, de réflexion, à la fois pour exprimer la compassion, parce que quand des innocents qui ont 15 ans, qui ont 20 ans, ou quelque innocent que ce soit dans le monde, est tué,
sans distinction de couleur, de race, d'origine, de sexe, est tué, nous devons nous élever. Parce que c'est un principe de civilisation. Le droit à la vie est le premier principe. Et si vous voulez contester, vous avez toutes les voies pour contester. Mais pas en tuant de manière et en régnant la terreur dans une société. Donc nous devons nous élever avec la plus grande fermeté et afficher notre plus grande solidarité vis-à-vis du peuple français et avoir une réaction qui ne souffre d'aucune ambiguïté. Mais ça, c'est pas le fruit de frustration. Maintenant, la faire terreur, de l'état faire des terreur qui règne et qui a régné au Bataclan ou dans les restaurants, la terreur qui a régné dans les couloirs de l'hôtel de Bamako, la terreur qui règne dans chacune des cases à Béni ou dans le nord de l'Est, quand dans la nuit complète on vient vous égorger, hommes, femmes, enfants, sans distinction, la terreur est la même. D'accord. Et nous devons nous insurger contre ça et trouver des solutions. Ces solutions-là, nous devons maintenant trouver comment combattre les causes de cette terreur. Pourquoi des jeunes gens vont se faire suicider en tuant des milliers d'innocents. Nous devons maintenant travailler à cela et de manière à ce que les États puissent trouver de vraies solutions. Il faut recréer les conditions de l'humanité. Nous sommes pour un libéralisme qui soit teinté d'humanisme à travers tout le monde entier. Chacun a le droit de pouvoir s'exprimer, le droit de penser, de s'exprimer, de manifester, mais dans le respect des libertés des autres. C'est ça, la liberté. Alors, deux petites dernières questions avant de clôturer cette émission. La question de ce Congolais-là qui me regarde, il attend cette question, ce Congolais-là à la maison. Monsieur Olivier Kamitato, plusieurs fois ministre, président de l'Assemblée nationale. On sait comment vous avez géré l'Assemblée nationale, quand même. Peut-être une brèche. Que pensez-vous de la gestion de l'Assemblée nationale aujourd'hui? On a élevé le débat ou on est descendu trop bas en tant que président honoraire, hein? Le G7 a transmis au président Minakou un mémorandum évoquant les dangers, les dérives, le fait que la loi parfois est contournée et que ce qu'il y a de plus important à l'Assemblée nationale, c'est le respect de ses textes, c'est le respect de ses traditions, c'est le respect des mandats. Et je crois qu'il y a beaucoup à dire. Les députés du G7 ont écrit au président Minakou et je souhaiterais qu'il y ait un ressaisissement du président Minakou à la tête de l'Assemblée nationale. Donc il gère mal. Alors la question, c'est celle-ci du Congolais, du commun de mortel. Vous qui avez été au pouvoir, l'RDC a presque tout, mais qu'est-ce qui fait que nous manquons de l'eau? Nous manquons de l'électricité. Nous avons du mal à aller à l'hôpital. Nous avons du mal à envoyer nos enfants à l'école. Lorsque nous dormons, nous réfléchissons à ce que nous allons manger demain. Il n'y a pas de travail. Au-delà de tout ce que nous avons, un pays scandale, on parle même de scandale géologique. Dites-nous, vous qui étiez avec tout ce monde-là, aujourd'hui vous êtes répandus. Ça s'explique par quoi que nous subissions ça, que nous devenions même des SDF, même jusqu'à Brazzaville ici. Pourquoi le Congolais est descendu si bas? Ça s'explique par quoi? Probablement par un point qui est extrêmement important. Vous parlez au ministre du Plan. Vous allez chez un architecte avec votre épouse. Vous avez un peu d'économie. Et vous dites, je vais construire ma maison. Monsieur l'architecte, élaborez le plan de cette maison. On fait le plan de la maison. Il est magnifique. Maintenant, il faut commencer à dire, pour la fondation, là, on a besoin de beaucoup d'argent. Ah là là, l'argent manque. Qu'est-ce que je vais faire? Vous y allez petit à petit. Puis une fois que les fondations sont faites, les premiers murs sont faits, tout d'un coup, vous dites, non, je vais acheter une Porsche. Et puis, madame va acheter une BMW. Nous sommes dans les paraboles comme Jésus, là. Et finalement, vous avez difficile à terminer la maison Congo. Ça veut dire... Parce qu'il faut fixer clairement les priorités. Le Congolais de Massina qui regarde, qu'est-ce qu'il Il faut fixer clairement les priorités. Et c'est pour ça que nous voulons, nous, changer la manière de faire les choses. Si la trajectoire a été prise, nous disons qu'il faut faire beaucoup plus pour les Congolais. Il faut faire beaucoup mieux pour les Congolais. Parce que qu'est-ce qu'ils attendent? La prestation des services sociaux de base de qualité. Ils attendent de l'eau, de l'électricité, la santé, l'école, l'assainissement. Nous devons faire beaucoup plus, beaucoup mieux. Ça veut dire que nous ne devons pas forcément acheter des avions, nous devons certainement acheter des camions pour empêcher les immondices de s'amonceler dans Kinshasa. Nous devons donner de l'eau et nous ne devons pas acheter des locomotives qui ne serviront à rien d'occasion. Nous devons fixer des priorités. Ces priorités-là doivent être fixées en accord avec la représentation nationale qui a voté ces priorités et qui doit exiger de rendre compte. Ce n'est pas la volonté d'Olivier Kamitatou ou ses caprices, c'est la représentation nationale qui adopte un budget
et c'est le gouvernement et l'exécutif qui rendent compte de ces priorités. Merci beaucoup. Sous vos applaudissements, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup, Monsieur Olivier Kamika, tout d'avoir répondu affirmativement à notre invitation. C'était un exercice. Un grand plaisir. Oui, beaucoup sont venus, beaucoup en sortent vivants, d'autres se lèvent en pleine émission. Bon, heureusement pour vous que nous sommes à la fin. Un mot peut-être par rapport à l'émission.